On jase vélo, épisode numéro 14 après une bonne année de pause. Yep. Ouais. Est-ce que tu as fait du vélo, toi, pendant un an? Non. J'ai bu des bières. J'ai bu des bières et je me suis mis à la pétanque agressive. Pétanque agressive? Ah ouais, ok, Ouais. raconte-moi en plus. Bon, c'est juste que c'est des dumbbells de 20 livres au lieu d'être des boules. Ouais. C'est vraiment intense. Ça fait des bons avant-bras, donc peut-être que ça va m'aider plus tard, mais ouais, le vélo, c'est trop dur, j'ai arrêté. Et t'as tourné des vinyles et bu des cocktails. Exactement. Question d'être équilibré, alimentation saine. Mon corps est un temple, donc ben des cocktails, écouter de la musique, pas de vélo. Non, blague à part, beaucoup de vélo. Hein. Je pense qu'avec ce qui s'en vient, on n'a pas le choix d'accumuler les kilomètres. Mais ouais, donc après une année morte de podcast, on revient aujourd'hui avec un but bien précis. Je pense qu'on va avoir beaucoup de trucs à raconter dans les prochains mois. Avec ce qui s'en vient avec la RAF et tout. Donc, ouais, c'est le temps de recommencer les podcasts, Monsieur Cabon. Yes, c'est ça. C'est pour ça qu'on repart le podcast. On a un beau projet avec la Race Cross France. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est parti de. On en parlait régulièrement, mais l'année dernière, quand il y a eu l'édition 2022 de la RAF, on s'est écrit des messages, puis à un moment donné, on s'est dit go man, on y va. Là, je suis plus capable de regarder les stories. Là, moi, je veux y participer, donc on y va. Et du coup, c'est parti comme ça. Ouais, ben, on a eu beaucoup de médias et d'infos avec certains coureurs qui ont quand même publicisé pas mal leurs trucs sur Instagram, YouTube. Puis je dois avouer que le défi donne envie aussi avoir tout ce que tu parcours, avoir un peu l'ampleur du truc, mais également la fierté de terminer et d'accomplir ça. Je pense que ça fait rêver. Bon, c'est pas pour tout le monde. Hein? Le trois quarts des gens à qui j'en parle me demandent si je vais bien mentalement et si j'ai besoin de consulter, mais je pense que pour des gens comme toi et moi qui avons envie de se dépasser et d'aller plus loin, je pense que c'est le genre de truc qui nous anime pas mal. Ouais, carrément. Et pour présenter un peu la Race Cross France, donc la RAF, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est hyper connu au Canada. C'est une course d'ultra distance, de cyclisme ultra distance, qui se déroule évidemment en France, comme son nom l'indique. Et il y a plusieurs distances. Donc là, je partage la page. On a du 300 km, 500 km, 1000 km et 2500 km. Nous, on a choisi de participer évidemment à la plus grosse, parce que si on fait le déplacement, c'est pas pour faire un 300 km, sinon on va à Québec. Ou si on veut faire un 500, on fait un aller-retour Montréal-Québec. Mais bon, donc on fait le 2500 et en fait, quand on regarde la carte, on part vraiment tout au nord de la France, au Touquet, et puis on arrive à Mandelieu, donc à côté de Cannes, en Méditerranée. Et il y a quelques petits obstacles avant ça. Il y a tous les. En fait, le parcours cette année est très difficile parce qu'on longe l'Est et c'est tous les massifs montagneux. Donc, on a l'Alsace, les Vosges, le Jura et puis les Alpes, bien évidemment, avec des routes du Tour de France. Là, on a quand même des cols qui sont bien réputés. Il y a beaucoup de dénivelé. Quand je regarde ça, je pense que ils mettent 35 000 mètres de dénivelé, mais quand on va sur Komoot, il y a 41 000 mètres de dénivelé. Donc, c'est un détail qui a son importance. 6 000 mètres de plus ou de moins rendu là. Ouais, Hein, c'est ça, on n'est plus à ça près. Et en gros, c'est une course qu'il faut faire. Nous, on a choisi de la faire en autonomie. Tu peux la faire à deux. Je pense que tu peux la faire en assistance aussi. Nous, on a choisi de la faire seule et c'est en moins de 10 jours qu'il faut faire ça. Donc, ça fait des sacrées journées de vélo, des plus de 5 000, 6 000, voire 7 000 mètres de dénivelé. Ça dépend de la distance que tu vas faire, mais c'est quelque chose d'intense là. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important d'expliquer pourquoi on ne le fait pas en binôme, mais on le fait bien chacun à notre rythme. Tu l'as dit, hein, le but, c'est de rester amis à la fin et de se retrouver dans le plaisir sur les plages de Cannes. Puis, pour les gens qui ont jamais fait des trucs un peu intenses comme ça, tu deviens une autre version de toi-même hein,
C'est vivre, je pense que tu vis un mois et demi de voyage à vélo pour quelqu'un de normal en moins de 10 jours. Nécessairement, psychologiquement, physiquement, tu deviens un peu le monstre caché en toi, géré sous des sécurités sociales à tous les jours. Donc, tu sais, tu vas vivre des émotions, tu vas pleurer sur le vélo, tu vas te fâcher, tu vas être en tabarnouche parce qu'il pleut, parce qu'il y a du vent, parce que tu as une crevaison, parce que tu t'es perdu, parce que ça fait 18 heures de temps que tu roules sur ton vélo. Donc, je pense que de le faire en binôme avec quelqu'un, c'est un énorme risque. Surtout que toi, tu es un peu à l'opposé de moi. Tu es un gars de critérium. Tu es un gars qui va rouler à fond pendant 1 heure de temps. Puis moi, je suis une tortue qui va rouler 350 km à rythme stable, puis tu sais, qui est habitué à ces trucs-là. Donc, j'aurais l'impression que tu vas puncher des côtes ou moi, je ne vais pas puncher ou en descente, tu vas être hyper agressif ou moi, je vais faire attention parce que je n'ai pas la confiance que tu as. Donc, dans tous les cas, et pour le meilleur et pour le pire, je considère qu'on a pris la bonne décision de le faire en solo. Puis à la limite, sais-tu quoi, les moments où on va se croiser, parce que tu vas avoir dormi, je n'aurais pas dormi ou vice-versa, ça va être des beaux moments. Puis au final, je pense que les moments où on va s'appeler parce qu'on est dans le dur, puis on a besoin de juste débrancher le cerveau et d'échanger avec quelqu'un, ça va être des meilleurs moments, je pense, que si on s'était mis un à côté de l'autre pendant 8 jours et demi de temps à juste. Parce que c'est ça aussi, hein, tu vis au rythme de l'autre, c'est comme une relation, c'est comme un couple. Tu sais, si toi tu te dis, ben David, moi je suis fatigué, on va dormir, ben j'ai pas le choix d'arrêter aussi. Si moi j'ai envie d'aller manger maintenant, puis toi t'as pas faim, ben il faut t'arrêter de manger aussi. Donc, je serais curieux d'entendre des histoires des gens qui le font en binôme le 2500 et qui visent de le finir avec un temps intéressant. J'ai l'impression que si de le faire en solo, tu as l'émotion déjà dans le tapis, en duo, ça doit être quelque chose d'assez intense. Hein. Ouais, c'est ça, avec la fatigue accumulée, la faim. Je pense que ça, c'est les deux pires choses pour que je sois de mauvaise humeur avec quelqu'un. Je pense que j'arrive à me tolérer, mais tolérer quelqu'un à côté de moi quand j'ai faim et que j'ai sommeil, Ouais. c'est un peu compliqué. Et puis, mais j'ai écouté en fait justement Arnaud Manzani, là, qui est qui a créé la Race Cross France. Lui, il avait fait la Race Cross America et je pense que j'avais écouté des podcasts parce qu'il en fait pas mal. Sa première édition qu'il a faite, il l'a fait à deux et ça s'est vraiment pas bien passé. Ouais. Finalement, ça a tué leur amitié. Je pense qu'ils se parlent même plus maintenant là, les deux qui l'ont fait. Et je pense que son ami voulait même plus. Il est rentré dans le camping-car là, puis il a dit je roule plus jusqu'à la fin là, tu roules tout seul, tu termines la course. Et ouais, ça c'était la Race Cross America hein, qui faisait en duo. Puis bon, ce que Arnaud explique, c'est qu'il s'est entraîné. Tu sais, veut pas, il l'a dit dans une entrevue que j'ai lue dernièrement. Il dit pour un truc comme la RAF, tu sacrifies littéralement en moyenne 6 mois à l'entraînement avant la course. Donc, t'imagines, ça fait des milliers de kilomètres, des centaines d'heures que tu t'entraînes, que tu dis non à des parties, à des fêtes, que tu te concentres sur quelque chose physiquement, mais également dans ce que tu lis, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu jases avec ta famille. Ouais, mentalement, là, ouais. Tu vis physiquement et mentalement pour ça, et là, tu es avec quelqu'un qui te lâche après 2 jours. J'imagine que tu passes de 0 à 100 assez rapidement au niveau de la frustration. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais toi, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but de faire ça? Qu'est-ce qui t'anime à faire ça? Se faire un truc de malade comme ça, quoi. Ouais. C'est fou parce que moi, je le vois pas, je sais dans quoi je m'embarque, mais je le vois pas comme un truc de malade. Je le vois juste comme un accomplissement de plus. C'est dans le sens où c'est une marche de plus dans l'escalier de tout ce que je veux faire. Donc, je suis hyper excité, je le fais de manière pragmatique, je sais dans quoi je m'embarque. Je m'entraîne fort, je lis beaucoup là-dessus, j'essaie de comprendre comment mon corps va réagir, mon cerveau va réagir, mais je pense déjà à l'après-RAF. Je me dis, bon, ben, si je survis à ça, ben, ça va être la TCR après. Puis si je fais la TCR, ça va être autre chose. Puis, je pense que c'est l'accomplissement de bien vivre sa passion, puis de juste savoir ce qui t'anime, puis y aller, puis pas avoir peur. Fait qu'au final, c'est une aventure, mais on dirait que j'ai plus peur que mon vélo soit cassé en arrivant en France ou que je me blesse dans une course avant de faire la RAF.
Mais je le fais vraiment pour le plaisir. Genre, j'arrête pas de dire souffrir avec le sourire, ça va être ça mon motto pour la RAF. Mais je le fais aussi pour découvrir la France, je pense. Tu sais, toi, tu es natif des Alpes et tout, donc tu connais un peu le terrain de jeu dans lequel on va se promener, mais moi, je vais avoir les yeux toujours grands ouverts parce que je vais faire des cols que j'ai vus dans les Tours de France, des histoires que j'ai entendues sur des passages dans certains endroits. Mais présentement, je vis ma RAF en disant des Français, ah oui, je vais faire la RAF. Puis là, tous les Français, ils vont voir le trajet, ils sont genre, ah oui, tu vas passer dans ma ville, c'est trop bien, tu vas voir, il y a un tunnel, c'est magnifique. Puis là, tu arrives en haut, il y a un lac, c'est super beau. Puis tu vas voir, c'est vraiment génial, il y a des boulangeries partout, tu vas pouvoir manger, puis tout ça. Donc, je le vis un peu pour découvrir la France. Mais mon cerveau est mal fait parce que je le fais en me disant, ça va me préparer pour la prochaine étape. Genre, c'est con, là. Et je me parle parce qu'il faut bien que je le vive. Mais je me dis, ben parfait, ben, si tu survis à la RAF, en décembre, tu t'inscris à la TCR l'année d'après. Donc, c'est comme un brevet de 100 km ou un brevet de 300 ou un brevet de 500. Je vais faire de quoi de fou parce que je suis maniaque de vélo, mais ça reste au final une préparation pour la prochaine étape. Ouais, c'est un peu comme moi, on s'en était déjà parlé, mais moi, mon rêve, un peu mon objectif, ce serait de faire le Tour Divide. Ouais. Donc, là, c'est sûr que c'est du gravel. Donc, tu traverses le Canada, les États-Unis jusqu'à la frontière, là, au Mexique, en gravel. Donc, terrain accidenté, météo, tu pars, tu as de la neige, tu finis dans le désert. Des feux de forêt aussi. Des feux de forêt, des ours, des loups, tout ce que tu veux. Tu te retrouves pendant plusieurs kilomètres, des centaines de kilomètres en autonomie, sans avoir un endroit pour manger ou boire. Donc, je trouvais ça vraiment intense de me lancer là-dedans, surtout que c'est pas 2500, mais là, en plus, c'est plus de 4000 kilomètres. Donc, vraiment intense. Donc, j'avais tellement. En fait, pendant le confinement, j'avais beaucoup écouté de podcasts. C'est là que je me suis mis à écouter tout ce qui est ultra distance. Donc, j'écoutais Ultra Talk là, de Arnaud Manzanini. J'ai écouté aussi Spotzel pas mal aussi, qui est gravel bikepacking. Donc, ça m'a vraiment inspiré de faire ces courses-là. Puis, j'entendais beaucoup parler de la Race Cross France. Pour moi, ça me fait. Oui, la distance est grosse. Je m'aventure dans quelque chose que je connais absolument pas parce que moi, à part faire des grosses journées de vélo, j'ai jamais fait plus que ça ou des stages d'une semaine à Bornée, je sais faire. Par contre, en ultra distance, j'ai jamais fait. Donc pour moi, c'est l'inconnu, mais c'est moins l'inconnu de le faire en France parce que je connais ces routes-là. Je sais gérer des montées de col, etc. Je sais gérer mon effort. Donc ça me fait un peu moins peur et je me dis c'est le baptême du feu. Si je me lance là-dedans, après, je vais être confiant pour faire le Tour Divide. Et ça va être, voilà, c'est le début d'une aventure. Mais sans sous-estimer la Race Cross France qui est une course très difficile. Il y a du très haut niveau, ça roule fort. Ouais. Ça va être dur, hein, Jess, de ne pas ouvrir le tracker pour regarder t'es en quelle position. C'est là, tu vois, où moi, je me dis, je regarde pas, hein, je vais faire, tu sais, on a divisé les jours sur Commute déjà, on sait un peu c'est quoi les attentes, on le sait que le premier 72 heures, c'est le plus important parce que ça nous rapproche des Alpes, puis là, on a plus, après ça, d'heures pour bien gérer l'effort dans l'école, mais s'il y a une chose que moi, je ne ferais pas, c'est ouvrir le tracker. Je vais tellement être déconnecté de cette réalité-là que c'est une course, que j'ai l'impression que, tu sais, dormir, manger, avoir un toit s'il pleut, c'est quelque chose de fou. Ça va tellement être important qu'au final, je vais arriver où je vais arriver. T'sais. Mais je ne vais pas commencer à regarder oh shit, je suis 12e. Si je pousse toute la nuit, je pourrais être dans le top 10. Puis, peut-être plus tard dans d'autres courses, mais là, pour l'instant, je me dis, je ne vais pas risquer de me blesser ou d'avoir un accident pour aller gratter une position quand, dans le fond, juste de finir la course. C'est ça qui est con. Hein? On fait tout ça, puis au final, on a quoi? On a une médaille puis un chandail. Genre, tu sais, les gens, ils comprennent pas. C'est comme, OK, mais là, allez-vous avoir quelque chose de fou à la fin. Non,
si on finit dans les 10 jours, on a une médaille. Il y a un beau petit trophée, il y a un beau petit trophée à mettre au-dessus de la cheminée. Là. Ben c'est génial, c'est parfait ça. Écoute, déjà là, je suis plus motivé. Je commençais à me dire, bon, j'annule-tu mon inscription, il n'y a pas trop de prix, mais non, puis tu sais, je pense que tu sais quitter comme cycliste, comme personne, après avoir fait un truc comme ça. J'associe beaucoup ça à du confort. Hein, on vit dans le confort à tous les jours. Tu as ta douche à 6 pas de ta chambre, tu as ta cuisine, ton réfrigérateur. Tu as des moyens de transport quand même confortables. On vit quand même un mode de vie assez douillet. Et pour moi, c'est important de me rappeler que la vraie vie, c'est pas toujours le confort. Fait que de faire des trucs comme ça, parce qu'au final, tu peux être un ultra-coureur ou tu peux triper faire de la marche. Il y a des gens qui vont faire Compostelle. La RAF, pour moi, c'est mon Compostelle au final. C'est de dire, bon, parfait, on vit des vies quand même confortables, on a des jobs où on n'est pas en danger, on n'est pas dans des mines, où on n'est pas en train de travailler en forêt dans le Grand Nord. Donc, une fois de temps en temps, il faut se brasser un peu. Il faut se rappeler que c'est pas toujours facile, puis il faut se mettre dans le dur un peu mentalement aussi. Puis après ça, je pense que quand tu reviens d'un événement comme ça, les petits problèmes de la vie, les petites chicanes, les petits quiproquos deviennent tout d'un coup un peu moins compliqués. Puis peut-être que tu as un meilleur recul pour bien gérer des stress au niveau du travail ou de la vie personnelle après avoir vécu un truc comme ça dans ta vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sortir de la zone de confort, moi j'aime ça, aller à l'aventure, faire des trucs un peu fous, des fois insensés. Donc ça c'est malade. Là, on va rouler toute la nuit, là, il y a des moments où on va pas dormir, on va faire des journées de fou. Et ce qui me motive aussi d'aller plus dans l'ultra-distance, c'est que avec la vie qu'on a, moi je suis père de famille, j'ai 2 enfants, on a une job où on se donne et tout. Et moi, ma frustration quotidienne depuis des années, c'est que je roule pas à la hauteur de ce que je voudrais. Ouais. Et là, du coup, faire des aventures comme ça. Puis avant ça, c'est sûr que tu as quand même des étapes. Je vais faire des longues distances avant ça. Et ça va me sortir de ma zone de confort et puis ça va me faire ma micro-aventure. Et puis quand je reviens, je suis boosté. Et puis voilà, je pense que quand je vais faire la RAF pendant 6 mois, je vais avoir je vais être en dépression, je vais avoir des papillons partout. Puis je vais être un peu écœuré peut-être du vélo, peu importe, mais au moins j'en aurai eu pour mon argent, on va dire. Et après, je serai motivé pour partir pour autre chose. Donc ça me motive aussi beaucoup de faire d'ultra-distance, de me lancer là-dedans. Parce que oui, les courses de bike, là, faut que tu t'entraînes. Il n'y a pas de mystère. Une course de vélo classique, faut que tu fasses des intervalles, faut que tu aies un volume régulier, faut que tu arrives tout le temps à aller taper le maximum, faut que tu fasses des heures de vélo, faut vraiment que tu sois constant. Et puis la course de vélo, voilà, ta course elle est le dimanche, mais par contre ça te prend un avant et un après qui est énorme. Donc en fait ton temps de course il est plus petit que ton déplacement et puis toute ta préparation autour. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression de perdre du temps aussi à chaque fois que je fais ça. Des fois, je pourrais aller faire 200, 300 km plutôt que d'aller faire une course de 100 bandes qui va durer 2h30 max et que ça m'aura pris toute la journée. Donc, je trouve ça aussi intéressant, même si j'aime ça, la compétition. Je trouve ça intéressant d'aller dans l'ultra-distance aussi pour aller chercher ça. Les deux pratiques deviennent un mode de vie en soi, mais tu viens chercher des satisfactions à différents niveaux. Tu sais, comme tu l'as dit, une course de vélo, bon, tu te déplaces à la course, il suffit que tu n'aies pas une bonne journée, tu perds le peloton de tête, tu abandonnes, puis tu as fait 20 km à fond, à bloc, puis au final, tu prends une bière avec les gars après la course, puis tu rentres chez toi après un peu rincé, tu fais une sieste, puis tu continues. Tu visites pas des paysages, tu découvres pas des lieux, tu fais un dépassement de soi, mais totalement différent. Tu as une adrénaline qui est énorme en course. Tu as la communication avec les autres. Il y a un travail d'équipe, veut pas, pour avancer le groupe, que tu n'auras pas dans un truc de ultra-distance. Mais c'est vrai, ta course, tu vas la faire en zone 5, zone 6 pendant 1 heure de temps à fond la caisse.
Puis une course d'ultra-distance, ben, finalement, c'est une sortie de zone 2 de 2500 km. Fait que, le but, c'est de rester en zone 1, zone 2, jamais être dans le rouge, vivre des douleurs différentes aussi, parce que oui, tu es ankylosé, tu as mal musculairement après une course de vélo, tu as la cage thoracique qui a travaillé parce que tes poumons ont pris l'expansion fortement, tu as ton cœur qui a travaillé. Mais tu sais, les courses de vélo d'ultra-distance, c'est des douleurs différentes aussi où tu vas avoir mal aux genoux parce que tu fais, je sais pas moi, 122 000 coups de pédalage par jour. Tu vas avoir mal aux fesses, mal au dos, mal aux mains, mais c'est des douleurs que tu dois apprendre à apprivoiser parce qu'après 4 heures de sommeil, quand tu te lèves, ben, c'est les mêmes douleurs qui réapparaissent. Donc, ces douleurs-là deviennent des amis quasiment où tu partages la route avec elles. Donc, c'est totalement à l'opposé, mais il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Puis, non, c'est ça. Il n'y a pas une qui domine l'autre et tout. Donc, je pense que c'est chacun son truc. Mais pour l'aspect voyage, découverte, dépassement de soi et tout, je pense que mentalement, c'est peut-être plus intense l'ultra-distance que des courses, par exemple, de critérium, où tu es vraiment. C'est beaucoup d'instinct, c'est beaucoup de réactivité. Il faut que tu lises la course à dire OK, ben lui, il va partir, il faut pas que je le suive, mais lui, s'il part, je le suis. Ouais. Tandis que l'ultra, c'est de te dire ben, il y a un orage qui s'en vient dans une demi-heure, je vais prendre l'abri, je vais faire le col après, mais il faut que je dorme là, puis il faut que je trouve une place pour manger là, puis il faut que je fasse encore 200 bornes aujourd'hui avant de me coucher. Donc, c'est mentalement différent comme charge. Ouais, mais je pense que c'est différent parce que la compétition classique, c'est intense mentalement à l'instant T. Là. Quand ça vise à fond là, dans le peloton ou que tu attaques ou quoi, t'es comme à l'agonie. Et là, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. Donc, tu as une charge mentale courte et intense là, qui est importante. Tu vois, tu fais un critérium, le sprint, les 2 derniers tours, là, ça roule à bloc, puis il faut que tu perdes ta place pour être bien placé pour le sprint, c'est hyper important. Mais là, il y a beaucoup de préparation mentale et de visualisation avant. Tu vois, pour faire une transition un peu à la préparation. Là, par rapport à une saison de vélo classique, en ce moment, là, l'hiver, je me préserve un peu plus, puis j'attends les beaux jours. Pour la préparation physique, je sais que je mets à base niveau des intervalles, du fractionné, de monter mon cœur hyper haut et puis l'endurance, je l'ai. Mais je me préserve pour, je sais ce qui m'attend, puis ça va être gros. Par contre, la visualisation, préparation mentale, préparer le matériel, essayer de penser à tous les scénarios. Et puis ce que je vis actuellement, faire du vélo d'hiver. Hier soir, je suis rentré, il faisait super froid. Ça ne me tentait pas de rentrer, mais par contre, tu te prépares mentalement à ça, à gérer ton effort, comment tu vas t'habiller, le froid, etc. Donc, ça te met dans ce truc-là. Tu vois, j'ai mes enfants, ils me réveillent la nuit à 3 heures du matin tous les jours. J'ai envie de dormir à 3 heures du matin, mais je me réveille puis je me dis, garde, ça m'entraîne à me réveiller, à faire des trucs, des fois, à des moments où je ne m'y attends pas. Tout devient, préparer tout ça, dans tout devient un peu dans ta vie un entraînement pour la RAF, au final. Exactement. Je tourne un peu comme un entraînement. Tous les imprévus, tu te dis, bon, ben, comment je vais réagir, tu sais? Je me rappelle, est-ce que tu te rappelles l'année dernière, quand on allait faire la ride avec Vélo Québec? Et la veille, ma femme allait pas bien. On est allé, non, c'était mon fils qui allait pas bien. On est allé aux urgences à Montréal. Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec toi, je pense que c'était à 8 h du matin pour partir à Victoriaville pour faire une ride de vélo. Et moi, j'étais aux urgences avec ma femme. Et là, j'étais parti pour faire toute la nuit là-bas. À un moment donné, on attendait, c'était long. Je fais, regarde, c'est quoi? Je vais à la maison, je vais te chercher des vêtements, je vais te chercher à manger. Je me prends mon sleeping bag, mon vélo. Je retourne à l'hôpital. Je t'ai retourné à l'hôpital. Je pense qu'on est sorti de l'hôpital, il était 2 h ou 3 h du matin. Ma femme est rentrée à la maison avec le petit. Moi, j'ai pris mon bike. Je suis allé après le circuit Gilles Villeneuve, à côté du traversier. J'ai dormi par terre avec mon sleeping bag pendant, je pense, j'ai dormi 2 heures. Et après, je me suis réveillé, je suis reparti, puis je t'ai rejoint. Et pour moi, ça, c'est un entraînement d'ultra-distance. Tu vois, j'ai pas dormi. J'ai passé une nuit de merde. J'ai dormi dehors à terre. Et puis le lendemain, on a fait 110 km. Pour moi, ça c'est un entraînement et c'était fou, quoi. C'était
c'était malade. Mais j'aurais jamais fait ça au temps normal, j'aurais jamais fait ça. Mais là, vu que je savais que je faisais cette course-là, mais je vais saisir cette opportunité pour faire quelque chose de fou. Hein. Mais ça, je pense que ça va me servir pour mon C'est aventure. sûr, mais c'est sûr et certain. Mais si tu parlais de te préserver, tu me connais, à chaque hiver, je pars avec des bonnes intentions d'entraînement, puis je finis par bunker en janvier parce que je me donne un volume trop gros et tout. Et là, cette année, je me suis dit non, David, sois mature et responsable. Et j'ai vraiment travaillé à pallier vélo d'hiver, cours de spinning, mais également sur Zwift, de me dire, ben, je fais des semaines d'intensité où je vais faire des intervalles, je vais faire des courses. Puis la semaine d'après, ben, c'est que du volume. Donc, travailler en zone 1, zone 2, faire le plus de kilomètres possible sans impacter nécessairement un niveau de fatigue énorme. Mais je dois dire qu'on est rendu le 24 février et je suis quand même très heureux de mon entraînement cet hiver. Ça fait du bien. Je pense que d'avoir un but aussi clair et précis, ça t'ancre aussi dans des impératifs du genre, tu peux pas merder. Fait que là, parfait, tu le sais que le 18 juin, tu prends l'avion pour aller en France. Ben, tu peux pas merder aussitôt dans l'année, puis arriver en mars, puis être fatigué, puis pas avoir d'énergie, puis plus avoir envie de rouler à vélo parce que tu as fait trop d'intervalles, puis tu as fait trop d'entraînement dur. Exact. Donc, cette année, j'ai bien joué mon intensité, repoussé mon seuil et tout, travailler mon FTP, mais quand même me dire, bon, ben, cette semaine, je vais faire 350 km dans ma semaine de vélo, mais que de la zone 1, que de la zone 2, pas de puissance, rien, vraiment juste pédaler, faire de la récup active. Puis après ça, boum, la semaine d'après, on repart, on se met 2 courses dans la semaine sur Zwift avec des paliers d'entraînement et tout. Puis je pense que ça a été bon. Ce qui m'a fait un peu, j'ai décroché du vélo d'hiver dernièrement où j'en ai fait décembre, janvier énormément. Mais tu sais, il y a 2 semaines, j'ai roulé dehors parce qu'il faisait beau. Puis après ça, la neige en revient, le vent revient. Ce qui est frustrant pour moi, c'est que j'ai envie d'en faire, mais les conditions routières sur la rive sud sont absolument nulles. Je vois vraiment la différence entre l'année passée quand je traversais Montréal à vélo quasiment tous les jours. Ouais. Tu es sur des pistes cyclables qui sont nettoyées, qui sont entretenues. Et là, sur la rive sud, c'est super complexe. Tu tournes un coin de rue, tu pars d'être sur de l'asphalte à être sur de la glace, tu as de la neige un peu slusheuse, après ça devient dur. C'est super compliqué. J'ai essayé de rouler en vélo de montagne, j'ai essayé de rouler en vélo d'hiver. J'ai pas réussi à trouver vraiment la bonne formule. Je me suis même pas tenté de sortir le fat bike cet hiver. Je me suis dit, puis de la merde. Mais ouais, puis le plus dur reste à aller dans l'entraînement aussi. Et puis ça, c'est important de se le dire. L'hiver, c'est du bonus, je pense, en ce moment. Tout ce qu'on a fait en janvier, février, c'est du gros bonus parce qu'après ça, dès qu'il fait beau dehors, ça va être de l'entraînement beaucoup plus réfléchi peut-être ou enligné avec la RAF de faire des très longues distances assez rapidement. Tout en ayant de la récupération puis également de l'intensité dans des courses ou dans des entraînements spécifiques, genre sur le circuit. Donc, ça va être quand même beaucoup de semaines devant nous encore où ça va être de l'entraînement intense. Moi, je me suis mis des défis aussi. Je veux faire un 24 heures sur le circuit. J'y vais en mode, je mets ma voiture là-bas avec un cooler, un petit sleeping bag et tout, puis je vais rouler de midi à midi. Je roule toute la nuit, je fais des micro-siestes et tout, puis j'essaie d'enfiler le plus de kilomètres possible. Ça va être dur mentalement parce que tu tournes en rond, mais au final, c'est quand même ça l'idée aussi de se dire, ben, si je suis capable de rouler pendant 24 heures-ish sur le circuit, ben, je suis prêt à des choses pires que ça ou moins pires, puis ça va être de bien. Mais essayer de aussi faire un bon 12 heures sur Camillien Wood, faire des up and down sans arrêt. Idem, peut-être aller aux States faire Whiteface une couple de fois aussi, parce que Whiteface, c'est un peu la Duèze, mais à 1h30 de voiture, donc d'aller jouer ça et finalement de faire une demi-journée de travail, partir à midi, faire Montréal-Québec-Montréal en une ride pour travailler un peu le bivouac et tout. Mais j'écoutais aussi Arnaud Manzanini qui disait beaucoup avant la course de se choquer le corps, de mettre des cadrans à 2 heures du matin, de se coucher plus tôt que d'habitude, de se coucher plus tard, de se lever plus tard, d'aller vraiment mélanger un peu ton corps. C'est bon. Toi, t'es correct. Je suis prêt là-dessus. Mais c'est d'aller vraiment casser tout ce qui est routine pour te dire, ben parfait, tu finis de travailler, ben tu vas rouler toute la nuit ou tu vas rouler super tôt. Il fait froid, tu roules pareil. Il fait chaud, tu roules pareil. Il annonce la pluie, ben tout bad, tu vas rouler pareil. Parce qu'au final, plus tu es en connaissance de cause de ce qui va t'attendre en France,
ben, plus tu es préparé mentalement aussi. Donc, Ouais, il y a c'est beaucoup ça, de ouais. mélangements. Mais toi, M. Cabon, alors, bon, ici, entre nous deux, il y a moi qui a une inscription validée de par mon passé et mes stupidités antérieures. Mais parle-nous donc un peu de ce qui t'attend pour valider ton inscription à la RAF. Ouais, c'est ça, on n'a pas précisé, mais cette année, là, pour valider l'inscription de la RAF en 2500 km, il faut faire un 1000 km, je pense en une semaine ou quelques jours, là. Quelques jours, ouais. 1000 km avant fin mai, je pense. Donc, Oui, moi, j'ai ça à faire. Vu que toi, tu avais fait Montréal-Halifax, c'est validé pour toi parce qu'il fallait que ça fasse, c'était dans les 2 dernières années, il me semble. yep. Et bah, moi, j'ai décidé de faire un truc malade, là. J'ai hâte. Je pense qu'à ça, en fait, là, c'est mon objectif. Là. C'est comme si je faisais la RAF. Là. Pour moi, c'est comme ma première course ultra-distance où je veux faire vraiment en mode course de cyclisme ultra-distance. C'est faire le tour du lac Ontario. Donc, je pars de chez moi, Terrebonne. Hop, je traverse la frontière des États-Unis. Je fais le sud du lac Ontario. J'arrive à Buffalo, Niagara, Toronto. Puis après, je rentre à la maison. Donc, ça fait une sacrée ride. Là, c'est 1330 Ouais. km à peu près. Parcours qui il n'y a pas trop dénivelé. Par contre, très venteux. Donc, et puis, je regarde la carte à chaque fois. Le vent, il tourne. Là, ça fait comme un Ouais. tourbillon. Donc, si je ne suis pas Mais, chanceux, j'ai le vent face tout le long. Donc, ça va être très difficile, mais on verra. Et, en théorie, tu devrais avoir le vent dans le dos pour finir. De ouais, ouais. Toronto à Montréal, tu devrais avoir un. En théorie, tu devrais Comme avoir quand un. on a fait Montréal-Québec, c'est ça? Ouais, ouais. Pour avoir fait Montréal-Toronto en genre 30 quelques heures, le terrain est quand même plat, puis c'est Ouais, cool. T'as pas trop de moments. Le pire moment, c'est quand tu sors de Québec. C'est genre entre Montréal et la frontière Ontario, là, tu es sur des pistes cyclables laides, t'as rien, c'est un peu drabe. Puis l'Ontario, étrangement, quand tu longes vraiment la côte du fleuve et du lac, c'est vraiment cool. Tu as vraiment ouais, des belles villes. Les Mille-Îles, c'est hot aussi. Donc, si tu as un bon vent dans le dos, là, il y a ouais. manière de vraiment avoir une bonne vitesse puis de bien vivre ça. Mais ouais, ça va être un beau périple pour toi, Jess, avant la Ouais, RAF. surtout, je veux le faire vite, là. Donc, tu Ouais, sais, idéalement, c'est je parle pour respecter un peu comme les horaires de départ de la RAF, partir en fin de journée. Donc, l'idée, c'est de partir après la journée de travail à 18h. Le jeudi soir. Et puis, l'objectif ultime, là, c'est de rentrer le dimanche soir, minuit, là, rentrer à la maison pour être prêt pour attaquer la semaine. Donc, ça fait comme un 3 jours de vélo, 1335 km. Donc, c'est quand même très costaud. C'est la première fois que je fais ça. Et en plus, vu que les inscriptions, pour valider ton inscription, ton 1000 km, il faut que tu le fasses jusqu'à fin mai. Je vais le faire fin avril parce que, bien évidemment, je veux le faire d'avance. La météo risque pas d'être géniale, ça risque pas d'être la météo la plus chaude. J'espère que ça va pas être trop pluvieux, mais au moins ça me laisse. On sait jamais là, si j'arrive pas à faire mon 1000 km, ben je vais pouvoir le ouais, retenter après. Parce que si j'attends de le faire mi-mai ou fin mai, bah c'est fini, je pourrais pas m'inscrire parce que j'aurais pas respecté les dates. Donc c'est pour ça aussi j'ai l'impératif de le faire fin avril, donc ça arrive très très vite. Donc là, je me prépare là-dessus. Je suis en train de préparer le matos. J'ai fait mon tracé sur Komoot. J'ai coupé en 3 journées. Et puis voilà. Donc ça, c'est un bel objectif. Puis avant ça, on va commencer avec une grosse ride sur Zwift qu'on va faire au magasin. Là, le Grand Fondo Opération Enfant yes, Soleil qui est yes. fin mars. C'est un 18 3, mars. c'est un 300 km aussi. Je n'ai pas regardé exactement, mais c'est Ouais, bon, 300 mais là, km en tout, là. ouais, je te l'annonce un peu en ce moment parce que j'ai regardé cette année, ils font ça moins intense qu'à l'année passée. Tu as 3 distances. Je pense que tu en as une de genre 50 km, l'autre de 75 et l'autre de 125. Ok. Donc, il faudra qu'on s'autosuffise entre les rides pour continuer à rouler. Bah, Fait après, que moi, c'est à Brossard, donc je vais venir à Brossard en vélo, donc j'ai 45 km, faire mes rides et rentrer. c'est Donc, rien pour toi, ça. parfait, ça. Ça va me faire une belle journée. Exact. Ben oui, ben oui. Puis c'est cool, c'est Si, en magasin en plus. s'il pleut comme l'année dernière, ça va être génial.
Ouais. Alors, tu vois, la première étape à 8 heures, c'est 50 km. Ah, c'est quand même cool. La deuxième étape à 10 heures, c'est 163 km. Ah, ok. Et la Ah ouais. troisième étape à 16 heures, c'est 100 km. Donc, finalement, on va avoir Il y plus a de 300. 310 km. Ouais, il y a un bon 300. Donc, laisse faire, on va être bon pour faire notre distance cette journée. Ça va être génial. Ça va prendre un petit peu de chamois butter, je pense, dans le, dans le cuissard. Oh my God. Ouais. Ouais, ouais, je me souviens l'année passée encore, en fin de journée, je commençais à être tanné un peu de rouler sur Zwift. Bah, tu étais tout seul en plus. On a fait juste la ride du matin, Ouais. 100 km du matin, mais sinon, tu étais tout seul. Donc, c'est sûr que Ça, c'est pas les mal. amis, quand vous êtes partis, ça a été dur mentalement aussi de te ramasser tout seul, mais j'avais des enfants qui m'accompagnaient, qui m'encourageaient, donc c'était quand même cool. Mais oui, c'est toujours plus fun en groupe, ces sorties-là, que de faire ça en solo. C'est sûr. Je serai avec toi cette année. Yes, C'est pas yes. mal. Sinon, côté équipement, Jess, t'amènes quoi sur ton périple du Tour du lac Ontario, là? Bah, en fait, l'idée, c'est de prendre le même équipement. Euh, c'est comme si je faisais la RAF OK. autour du lac Ontario. Donc là, je vais prendre un rendez-vous avec Physio Vélo début avril pour faire mon fitting parce que je roule jamais avec des aérobars. Donc là, faire le fit avec des aérobars, faire un fit ultra distance. Mm. Donc déjà, préparer le vélo comme ça. Après, évidemment, comme la RAF, je prends pas de sleeping bag, je prends pas de matelas de sol, je prends pas de tente, je prends pas de bivy, je prends rien. Mon sleeping bag, c'est ma doudoune. Donc vraiment minimaliste en termes d'équipement. Ce que je suis en train de regarder là en termes de sacoche, j'hésite là. J'en ai vu d'intéressantes, des sacoches de sel, des petites. Donc c'est 4 ou 5 litres. Donc je suis en train de tester de mettre le matos dedans. C'est vraiment petit. Par contre, c'est léger, ça bouge pas. Ça me permet de mettre mes affaires, ma doudoune, mes vêtements plus chauds, tout ce qui est soin. Puis après, l'idée, c'est d'avoir ma petite sacoche en avant que j'ai déjà la ronde pour mettre tout ce qui est réparation. Une petite sacoche en haut pour mettre la nutrition. Et puis une autre sacoche de cadre, une petite, celle qu'on a déjà là, où je vais mettre tout ce qui est électronique. Donc vraiment, that's it, je pense que c'est pas mal. La nourriture, il n'y a pas besoin d'avoir plus parce que, avec les maillots là qu'on a, Van Dressel, ils sont vraiment top. Les maillots endurance, tu peux fouler encore plein de trucs dans les poches. Donc d'après moi, je devrais être correct avec ça. Donc l'idée, c'est de partir comme ça. Euh, Comme ça aussi, j'aurais de quoi ajuster pour la RAF s'il y a des Ouais, trucs que j'ai pris qui m'ont servi à rien ou il m'a manqué quelque chose ou j'ai besoin d'avoir finalement plus d'espace. Donc, ça me permet vraiment de me préparer à ce niveau-là. Après, c'est juste la différence entre la RAF et cette course-là, c'est que il va faire plus frais. Donc, d'après ouais. moi, je devrais prendre des nuits d'hôtel ou des siestes, genre dormir 3-4 heures à l'hôtel plutôt qu'à la RAF où il y a des bases de vie. Je pense qu'il y a 3 bases de vie. 5. Euh, 5 bases de vie, mon Dieu, c'est fantastique. Des bases de vie dans un gymnase avec des lits de camp. Donc, du coup, je pense que je vais optimiser ça. Sinon, dormir dehors sur un banc ou peu importe pendant la course, puis il va faire plus chaud aussi. Donc, optimiser ça. Mais par contre, pour le tour du lac Ontario, Mm. favoriser les petites siestes à l'hôtel. J'aurais pas le choix rendu là. Et puis, en utilisant le matos que j'ai là, j'ai pas le choix, sinon je suis obligé de prendre un sleeping bag, etc. pour avoir Ouais. plus. Et ce serait trop de stock et ça simulerait moins bien ma course. Donc l'idée c'est ça, c'est d'être vraiment le plus minimaliste possible. Donc je pense que la sacoche à l'arrière, je peux mettre 2 kilos max. Donc j'ai 2 kilos à l'arrière max que je peux mettre. Puis après, c'est de la bouffe d'électronique et puis de la réparation sur mon vélo. C'est un truc cool que tu amènes sur la différence entre faire de l'ultra-distance en Amérique du Nord, Québec, Canada, puis d'en faire en Europe. De ce que j'entends, tu sais, pour en avoir fait quand même un peu au Québec, au Canada, c'est vide. Tu Ouais. sais, tu vas aller rouler, là, même la journée de Québec à Rivière-du-Loup puis à Edmundston, des fois, tu vas rouler 100, 150 km puis tu vois rien. Là. Tu vois pas un dépanneur, pas une épicerie, tu vois pas une station-service, tu vois absolument rien. Ouais. Puis, il y a moins de
dû au fait que la densité elle est moins grande, tu as moins d'installations de trucs de tourisme et tout, où tu peux t'étendre sur des un banc bancs, de des parc. parcs, des abris. Il n'y a rien et c'est super dur mentalement parce que tu te dis, puis ça a été un des trucs que j'ai appris, tu sais, pour aller à Halifax à vélo, je m'étais amené tout plein de bouffe en me disant ça, puis une chance parce qu'il y a des moments où, genre, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Puis tu te dis, OK, si, genre, j'ai un problème, il n'y a absolument aucun. Tu sais, des fois, tu es même sur des pistes cyclables ou des trails où finalement, tu es vraiment en écart de tout le reste. Versus ce que j'entends en Europe, où ben, il y a des trucs automatiques partout. Tu peux avoir une pizza dans un milieu de nulle part. Tu as les produits du terroir qui sont offerts à gauche et à droite. Tu as les stations-service, tu as plein de trucs. Tu n'es jamais loin d'une ville parce que les villes, sans être grosses, elles ne sont pas très loin les unes des autres. Donc, pour moi, je pense que ça va être bénéfique d'avoir expérimenté des voyages de vélo en autosuffisance dans des trucs très éloignés ou vides. Quand je vais arriver en France, ça va me sécuriser de savoir qu'à chaque 25 minutes, demi-heure, 1 heure max, tu vas croiser quelque chose pour t'alimenter ou pour arrêter. Idem pour la météo aussi. Hein. Comme tu l'as dit, le climat est assez dur au Canada, puis c'est vrai qu'en avril, ça se peut que les nuits soient à -5. Fait si tu veux bivouaquer à -5, ben, ça te prend un sleeping bag, ça va te prendre un matelas, ça va te prendre quasiment une petite tente pour t'isoler du vent. Fait que c'est vrai que là où un banc de parc fait la job en France en juin, ben, c'est sûr que je pense pas que ça va te tenter à Buffalo de dormir sur un banc de parc avec ton vélo. Non, c'est sûr. Après, les différences entre les ravitaillements, c'est. L'avantage au Canada, c'est que tu peux avoir des dépanneurs qui sont ouverts 24 heures sur 24, tu peux l'acheter à manger. En France, là, ça ferme tôt. Par contre, tu as beaucoup plus d'endroits, beaucoup plus de villes. Et après, c'est le dimanche. Le dimanche, tout est fermé. Donc, s'il n'y a pas de distributeur automatique de pizza ou de peu importe, c'est assez difficile de trouver à manger. Mais c'est vrai que c'est totalement différent. Tu peux avoir des abribus au milieu de nulle part. Pour dormir, donc ça se fait quand même bien. Il y a un truc qui m'a fait rire. Je lisais les règlements de la RAF, puis c'est comme un contrat, tu as plein de règles et tout, là, vu qu'on est en autosuffisance. Puis une ligne, ça disait, tu peux te loger dans un hôtel et tout, ou chez l'habitant. Mais ils ont quand même pris la peine de marquer chez l'habitant. Je te garantis qu'au Québec ou aux États-Unis, très rares sont les endroits où l'habitant va te proposer de loger chez lui. Là où semble-t-il en France, ben, c'est quand même accepté, voire souvent le cas, parce qu'ils l'ont mis dans les, dans les règlements que l'habitant peut te proposer de dormir chez lui et tu peux accepter. Donc, la cohabitation sur les routes aussi, elle est différente. Je pense que j'ai pas beaucoup roulé en France, mais de ce que j'ai vu, la cohabitation voiture et tout, elle est quand même bien. Non, tu me dis le contraire. Bon. En France, non. Tu sais notre patience au volant. Alors imagine, tu as un cycliste au milieu d'une route perdue qui est en train de rouler. Imagine mon niveau de patience là. Tu sais, genre, je roulais tranquille là, sur ma route de campagne, là, il n'y avait personne. Et là, tout d'un coup, il y a un cycliste là. Imagine, je vois rouge. C'est comme le taureau qui voit le petit drapeau rouge. J'étais sûr que les Français étaient gentils avec les cyclistes. Non. Les Espagnols, très, très respectueux. Italiens, ça dépend des régions. Les endroits montagneux, vraiment. Mais non, en France, des fois, c'est dangereux. Il faut faire attention. Là. Il y a beaucoup de conflits entre les voitures et les cyclistes. Un peu comme au Québec, mais souvent, au Québec, c'est les mêmes. Là. C'est pareil, en route de campagne, un gars en pick-up qui est full énervé parce qu'il voit un cycliste, mais il a largement la place de le dépasser. Mais bon. Il y a moins de pick-up en France, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Les voitures étant plus petites, je pense qu'il y a moins de conflits parce qu'à chaque fois, en effet, qu'il se passe quelque chose, ben, avec une voiture, ben, c'est toujours un gros camion ou une voiture sport qui n'accepte pas de se tasser d'1 mètre à gauche pour cohabiter. Mais non, c'est
c'est un truc que tu apprends à tes dépens au Québec aussi, la cohabitation. Tu sais, quand tu fais des longues distances, ben, c'est pas donné que tu vas avoir que la piste cyclable. Donc, des fois, ça fait partie de l'entraînement mental, je pense, de cohabiter. Puis c'est drôle parce que j'ai le peu de temps où il a fait beau dernièrement, j'ai fait des longues sorties. Puis, tu sais, des fois, l'été, j'aurais pris la piste cyclable, mais là, parce que c'était enneigé, j'ai pris le bord de route et de me faire frôler par des gros camions, les semi-remorques. J'avais oublié pendant l'hiver à quel point ça déplace. Il y a un changement comme de pression, là, où il y a du vent tout d'un coup, puis tu es poussé ou quand il finit de dépasser, puis là, le vent repasse, tu as comme un choc à chaque fois. Donc, c'est quand même important qu'on roule beaucoup sur des bords de route avant la rafle pour bien se rappeler un peu c'est quoi. Parce que si tu roules que sur le circuit ou sur des pistes cyclables, ben, tu vas avoir un choc quand ça fait 13 heures en ligne que tu roules et que là, finalement, il y a une voiture qui te frôle, puis tu es un peu en train de t'endormir. Puis tu prends pas. Là, il n'y a pas de piste cyclable, c'est que de la route. Puis des fois, tu as des montées de col populaires. Notamment, les cols du Tour de France, ce n'est pas nécessairement les meilleurs à faire en vélo parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent pour faire du tourisme. Et là, ça roule quand même beaucoup à certains moments. Donc, quand tu es dans les vallées aussi, là où tu n'as qu'une seule route, puis que tu as des camions et tout. Donc, on verra. De toute façon, je pense que ce sera un sujet à aborder après notre course, voir comment ont été les Français tout au long. Et en plus, là, on traverse la France, donc on veut faire les régions, tu vois. Ouais, dans le Nord, ils étaient super gentils. On fera nos tops, nos meilleurs Français. En Haute-Savoie, ils étaient impatients. Dans le Sud, c'était l'enfer. On va voir. On pourra faire un top, ouais, c'est ça. Tu sais quoi, Jeff, je vais mettre un petit drapeau du Québec sur mon sac arrière. Les gens, habituellement, sont plus gentils parce qu'ils s'imaginent qu'on est un peu niais ou qu'on est moins développé. Là. Fait que je vais leur dire que je suis un Québécois, comme ça va peut-être tabarnak. Oh my God. Mais ouais, c'est cool que tu aies parlé de minimalisme dans ton choix d'équipement parce que j'écoute beaucoup de vidéos où, justement, des fois, je suis un peu dubitatif. Je me questionne sur le choix et tu vois, les gens regrettent d'avoir amené trop de matériel ou pas assez. J'ai regardé la liste du matériel obligatoire et recommandé. Et au final, je trouve qu'on est quand même bien à date dans ce qu'on a pensé amener. Apport imperméable, doudoune, le reste, au final, c'est de la sauce sur le Sunday, c'est la cerise sur le Sunday, c'est pas. Je vois des fois les gens faire des tours ultra-distance avec un rack à vélo à l'arrière, puis là, ils ont quasiment leur tente et tout. Sur 10 jours avec 5 bases de vie, ben, moi, je me dis, il y aura 3 nuits où il faut que je m'organise. Donc, soit je dors sur un banc de parc, soit. La première nuit, tu ne dors pas, de toute façon. Exact. Donc, comme on l'a dit, le premier sur 72 heures, c'est le plus important. C'est ce qui te rapproche. Dans le fond, tu fais tout ce qui est un peu plat, entre guillemets, et tu te rapproches, du Jura et tout, où ça va commencer à grimper beaucoup. Mais au final, tu auras peut-être 2 à 3 moments de sommeil où tu vas être laissé à toi-même, mais dans les 5 bases de vie, tu es en mesure quand même de prendre du repos et tout. Tu vois, les trucs que je vais amener, par exemple, genre des cachets, là, des loups-garous, whatever, comment ils appellent ça. Là. Donc, ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que dans les bases de vie, ben, les lumières sont allumées. Et donc, nécessairement, si tu ne veux pas te réveiller à chaque 5 minutes, c'est des lumières automatiques. Donc, dès qu'il y a un cycliste qui rentre dans la base de vie pour poser son vélo, aller prendre une douche et tout, ben, les lumières allument. Donc, d'avoir ça sur les deux, c'est bon, mais d'avoir aussi des bouchons d'oreilles. Ouais. Et tu vois, je pense que le seul luxe que je vais peut-être m'amener, c'est un oreiller gonflable. OK. Tu sais, genre, ça fait vraiment un petit, minuscule sac. Fait que c'était la seule affaire que je vais amener, puis me mettre ma doudoune sur les yeux pour dormir à l'extérieur. Parce que, tu sais, on a déjà mal au cou en permanence. Donc, si en plus tu dors mal avec le cou un peu mal placé, ben, tu te réveilles, tu as mal au cou, puis ça part moins bien ta journée. Mais non, en effet, sleeping bag et tout, moi, je n'amènerais pas ça. Je pense que c'est trop de poids, puis veux pas, quand tu as 6 cols à faire dans ta journée, ben, peut-être que le kilo que tu vas épargner dans tes bagages, ça va faire une grosse différence au final. Mais oui, l'équipement, c'est important. Les pneus, on en a parlé aussi abondamment de faire le bon choix de pneus. Bon, est-ce que tu veux un pneu qui roule
performance ou tu veux un pneu qui va quasi t'engager dans un zéro crevaison pendant la rafle? Est-ce qu'on prend des chambres à air standards ou en latex? Est-ce qu'on se met en tubeless et tout? Moi, je pense que je vais trouver le meilleur rapport anti-crevaison et capacité de roulement pour justement pas avoir à devoir pédaler plus dur pour pallier le manque de roulement. Je pense que chambre à air en latex, ça va être un bon truc aussi pour enlever du poids dans les roues, mais au final, pas de tubeless pour moi. J'ai trop vu de gens partir tubeless, avoir une crevaison. Ouais, Là, tu sors l'aiguille, faut que tu remplisses ton truc, ça te prend des ciseaux, ça te prend plein de trucs. Puis au final, t'es tubeless. Si t'es chanceux toute la rafle, si t'es pas chanceux, une journée et demie de temps, après tu passes en tube. Ouais, parce que je t'avais partagé là, de Martin Turgeon là, sur la chaîne YouTube là, des pneumatiques. Là. C'est quand même fou là, quand on voit, mettons, comme des Continental GP5000 en latex, la vitesse que tu gagnes moyenne par rapport à, je sais pas moi, au début on était safe et on s'est dit on va prendre des Gator Skin ou des 4 saisons là, avec un truc un peu plus résistant. Mais c'est tellement fou la différence qu'il y a là que sur la distance qu'on va faire là, c'est 20 ou 30 watts, mais je pense qu'en vitesse moyenne, c'était impressionnant. Tu gagnais genre un quasiment 2 km/h de moyenne là, sur je sais pas, à 22 km/h, tu es à 22 au lieu de 20 km/h sur la distance. Là, c'est énorme. Là. Donc, si ça peut te faire sauver ça, plus après, tu es minimaliste sur ton vélo. Donc, essaie de pas avoir trop des sacoches qui prennent le vent là, parce que tu sais, travailler la position aéro, là, c'est hyper important, notamment, tu as 1000 km assez plat. Donc, si tu es confortable à rouler 1000 km avec une position qui est quand même plutôt aéro, en n'ayant pas des sacoches qui volent dans tous les sens, en ayant des vêtements qui sont quand même près du corps racing, et tu vas gagner un temps qui est fou, tu vois. Mais en fait, il faut trouver le bon compromis entre le confort et puis la performance. Puis la sacoche en arrière, c'est pareil, là. C'est du poids en plus, ça ballotte. C'est quelque chose qui est très compliqué. Ça, je l'ai vu quand je fais le parallèle entre mon voyage de Montréal à Halifax, où j'avais des Gator Skins, j'avais trop des grosses sacoches, qui étaient trop remplis. T'avais un sac à dos en plus. J'avais un sac à dos en plus. J'avais ma selle 3 mm trop haut, ce qui m'a causé des problèmes dans le genou pendant un mois de temps après. Et l'année passée, quand je suis fait Montréal-Toronto, j'avais un bike super bien fité. J'étais en GP5000, j'avais les barres, les aérobars. J'étais minimaliste dans mes sacs, donc j'avais pas de ballottement, rien. Et au final, il faisait ressenti avec le facteur humidex 44 degrés. Et j'ai tenu quand même 25 de moyenne sur genre 600 km en autonomie avec le vent dans la face. Donc, j'ai vraiment eu la réalisation à ce moment-là que oui, le mental, oui, la prep physique, tout ça, mais au final, tu es un peu à la merci des éléments que tu ne contrôles pas et que tu contrôles. Ton choix de pneus, ton choix de sacoche, ton choix de textile, de mettre des aérobars ou non, tout ça, ça va faire en sorte que quand tu es dans le dur, ça va te donner un petit push de plus. Après, c'est sûr, tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas le terrain, tu ne contrôles pas mille et un trucs, mais si tu es capable de vraiment contrôler, ce que tu amènes avec toi, ça va grandement t'aider. Et c'est pour ça que dans la préparation, ben, il faut expérimenter un peu des trucs pour voir un peu qu'est-ce qui va être une bonne formule gagnante. C'est comme l'alimentation. Tu sais, pour toi, tu as un défi de plus, tu es vegan dans le quotidien, puis là-bas, ben, tu fais un peu déroger de ça. Moi, mon défi, c'est que j'ai jamais vraiment mangé en France, à part boire des pintes de bière avec toi et manger comme un cochon à Lille. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a des trucs qui passeront pas bien? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont bien passer? Donc, l'alimentation, ça va être c'est une source, pas d'inquiétude, mais c'est une source d'appréhension parce que je me dis, je peux pas tester. Je peux pas prendre l'avion, aller en France, manger plein de trucs, puis me dire, ah oui, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, il va falloir que, tu sais, je vois un peu ce que je peux avoir en France que j'ai déjà mangé ici. En même temps, je sais que moi, je pourrais manger de la pizza matin, midi et soir, puis être le gars le plus heureux sur la Terre. Fait que c'est sûr et certain qu'à chaque fois que je vois un truc de pizza, ben écoute, je vais en prendre une, c'est sûr et certain. C'est sûr, 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 sûr. Mais après, je ne m'aventurerai pas dans des fruits que j'ai jamais mangés ou dans des fromages que je ne suis pas trop connaissant ou dans des viandes un peu différentes. Donc, je vais essayer de rester
très nord-américain dans ma consommation de produits pendant la RAF. De toute manière, ça, c'est l'autre problème aussi. Ton corps ne peut pas absorber en calories tout ce que tu vas dépenser. Ouais, c'est ça. Donc là, tu fais jour après jour des journées de 6, 7, 8, 9 000 calories consommées, mais ton corps, après genre 4 500, il te fait un gros fuck you puis il dit non, mais ça ne fonctionne plus, là. Je ne peux plus manger. Donc, il faut que tu trouves les trucs avec assez de gras, assez de sel, assez de protéines, assez de calories pour t'alimenter. Mais au final, tu le sais que quand ton corps il dit assez, c'est assez, ben ça ne rentre plus. Donc, même chose, est-ce que l'alimentation liquide, ça va être la meilleure chose à faire? Une grosse question là-dessus. Pour l'avoir testé, c'est quand même fou parce que tu tapes un 300-400 calories à l'heure, puis ça passe bien, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, à un moment donné, combien d'histoires de podcasts que tu as entendu, le gars, il part avec des bonnes intentions de prêtre, de se dire, je ne vais que me nourrir de ça. J'ai mes petits sachets, là, Olifat ou n'importe quoi, name it. Et le gars, après 72 heures, il est en dépression nerveuse. Tout ce qu'il a envie, c'est de manger du McDo ou du poulet ou de la pizza et il déroge totalement de son truc. Donc, ça va être quand même intéressant de voir comment on garde une alimentation qui est équilibrée dans le déséquilibre, puis comment on vit avec ça aussi. Parce que c'est pas la crevaison le problème dans la RAF ou dans les trucs d'ultra-distance, c'est les gens qui ont des crampes, qui sont plus capables, qui digèrent plus ou le corps a plus faim. Donc, je pense que le truc que je vais rentrer dans l'équipement, c'est casser qu'on mange là-bas. Ça va être assez intéressant et une belle expérience de voir comment le corps réagit. Ouais, carrément, ouais. Mais ce que je te propose, c'est que au prochain épisode, on peut parler de tout ce qui est aspect nutrition, là, un petit peu plus précise, un peu les stratégies qu'on pense adopter, puis peut-être un peu des sujets un peu plus techniques, le sommeil, comment gérer notre effort, etc. Donc, je pense que ça peut être un bon sujet. Excellent. Faisons. Yes. Cool. Bon, bah, super. Donc, Parfait. on en fait un rapidement là pour continuer le rythme et puis comme ça on va pouvoir avoir quelque chose de régulier pour présenter la RAF et puis voir un peu notre cheminement, notre préparation avant la course. Ouais. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est choisir un tronçon de trajet par podcast aussi. Donc, on fait une partie où on présente peut-être le parcours. Ça nous obligera à l'étudier, hein, parce qu'on est deux un peu disciples de la non-préparation. Donc, gardons ça en tête aussi. Allez, cool. On peut faire ça. Bon, allez, merci pour ce premier épisode et puis on se rejase bientôt. Yep, à bientôt. Bye bye. Bye.